Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, journée décisive dans le procès de Karim Wade. La Cour suprême sénégalaise doit statuer ce jeudi sur la condamnation à 6 ans de prison ferme de l'ancien ministre et fils de l'ex-chef d'État. Fin du dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives au Burkina Faso, des scrutins qui auront lieu en octobre prochain selon les dispositions du nouveau code électoral. Et Djibouti fait face à un afflux de réfugiés en provenance du Yémen, des réfugiés qui pour beaucoup ont besoin de soins médicaux d'urgence. C'est donc peut-être ce jeudi l'épilogue d'un procès à rebondissement. La Cour suprême sénégalaise doit examiner le dossier de l'affaire Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président. La Chambre doit dire si elle valide ou non la condamnation à 6 ans de prison ferme prononcée par la Cour d'enrichissement illicite. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. C'est le 6 août 2015 que la Cour suprême va statuer sur l'affaire Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme. Ceci après les 7 recours déposés par les avocats de Karim Wade contre l'arrêt rendu le 23 mars par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mais les avocats de Karim Wade jugent cette audience illégale. La première chose qu'il faut relever, c'est que nous estimons que la programmation de l'audience est faite en violation des propres règles de procédure de la Cour suprême. Nous sommes encore dans le délai d'instruction des pourvois et nous-mêmes nous disposons d'un délai pour répondre aux pourvois qui nous ont été signifiés car nous sommes également défendeurs. Donc nous ne pouvons pas nous en attendre grand-chose. Nous signalons tout de suite qu'il y a une violation encore des droits de la défense. Selon les avocats de l'État du Sénégal, la requête de la défense n'a aucune chance d'aboutir. Nous sommes confiants, nous irons écouter la Cour suprême et continuer de défendre l'État car la cause est noble. Il faut que tout le monde comprenne que la corruption est finie au Sénégal. Qu'un citoyen sénégalais s'accapare injustement de plusieurs milliards et laisse les autres dans la souffrance, c'est fini. Si la Cour suprême estime que sa condamnation est conforme au droit, Karim Wade purgera entièrement sa peine et les libéraux devront chercher un autre candidat pour porter leur couleur. Malgré sa détention, celui-ci a été désigné candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a officiellement déposé son dossier de candidature pour la présidentielle d'octobre 2015. Après un premier mandat, le chef de l'État abrite donc un nouveau quinquennat. Il s'est inscrit ce mercredi à la commission électorale indépendante. Au Burkina Faso, la réception des dossiers de candidature pour les élections a été clôturée ce lundi 3 août. Les prochains scrutins se dérouleront dans un contexte particulier, marqué par l'adoption en avril d'un nouveau code électoral, un texte qui avait suscité une vive polémique. Un reportage de notre correspondant Wandiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, le processus de dépôt des candidatures pour les élections couplées présidentielles et législatives a pris fin le 3 août 2015. Pour ces consultations électorales post-insurrection, un nouveau code électoral avait été adopté en avril 2015. En plus de l'exclusion des personnalités du pouvoir déchu qui ont ouvertement approuvé le projet de modification de la Constitution, il introduit de nouvelles innovations. À titre d'exemple, lors de la prochaine campagne électorale, les gadgets publicitaires seront proscrits. Un gage d'équité pour de nombreux observateurs. Ce sont des objets, des moyens de communication, je vais dire, qui tendaient plutôt à corrompre le débat public, à vicier le débat public. Je crois que le fait de les interdire, en tout cas d'encadrer leur utilisation, n'est pas mauvais en soi. C'est vrai qu'il faut reconnaître, pour faire de la politique, il faut des moyens. Le discours, le programme ne suffit pas en lui-même. Mais je crois que l'objectif, la philosophie ici, c'est d'avoir une certaine équité, une certaine égalité pour permettre aux citoyens d'approcher les populations avec presque, je ne dirais pas à armes égales, mais en tout cas à armes plus ou moins égales. Dans ce nouveau code, la candidature indépendante est autorisée, alors même que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a enregistré 98 dossiers des partis politiques et des candidats indépendants. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette disposition.
quiconque voudrait faire de la politique a la liberté de se constituer parti politique. Ensuite, ce que vous oubliez, c'est que les candidatures indépendantes sont suscitées par des organisations de la société civile qui ont déposé un récépissé pour dire qu'ils sont apolitiques. Et ils profitent des financements publics et extérieurs pour mener des activités. Et c'est justement sur ces mêmes sillons qu'ils ont tracés, c'est sur ces sillons-là qu'ils repartent pour s'aimer la graine de la politique. Donc il y a une concurrence déloyale avec les partis politiques qui ont fait une déclaration en bonne et due forme. Aussi, ce nouveau code interdit-il les pratiques publicitaires à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote 90 jours avant tout scrutin. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 22 juin 2015. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Dans l'actualité également, le président togolais Faure Gnassingbé se rend au Caire ce jeudi. Le gouvernement égyptien entend étayer les nouvelles orientations de la politique de son pays à l'égard de l'Afrique, mais aussi avec le Togo. Alioune Guindo et Awa Barkala. Le président de la République togolaise est attendu au Caire ce jeudi 6 août à l'invitation de son homologue égyptien. Les discussions entre les deux chefs d'État porteront notamment sur la coopération entre le Togo et l'Égypte. Le vice-ministre égyptien de la Santé s'était récemment rendu à Lomé, capitale togolaise. Alors, la visite du président Faure Gnassingbé en Égypte s'inscrit d'abord dans le cadre des cérémonies d'inauguration du deuxième canal de Suez. Mais cette visite sera également l'occasion de faire un passage en revue de la coopération bilatérale. Aujourd'hui, l'Égypte et le Togo, comme beaucoup de pays africains, ont les mêmes préoccupations, notamment en matière de terrorisme, de piraterie maritime. Il faut mutualiser et renforcer la coopération entre nos États pour pouvoir lutter contre ce fléau. En deuxième lieu, sur le plan purement bilatéral, en matière agricole, énergétique, en matière également commerciale, le Togo et l'Égypte sont déterminés à renforcer et à approfondir leur coopération. La visite de Faure Gnassingbé est également l'occasion pour le président Abdel Fattah el-Sisi d'apporter des précisions sur les nouvelles orientations de la politique égyptienne à l'égard du reste de l'Afrique. Le président el-Sisi tente depuis bientôt 6 mois d'approfondir les relations entre le Caire et plusieurs capitales africaines. Et les pays africains ont beaucoup d'intérêt à avoir des relations diplomatiques plus approfondies avec l'Égypte, y compris le Togo. Cela revient à dire que depuis la crise entre l'Égypte et l'Éthiopie autour de barrages, l'Égypte a senti l'importance de se diriger vers le sud. Le gouvernement égyptien a créé en juillet 2014 l'Agence de partenariat pour le développement AEPD, dont la vocation est de renforcer la coopération avec les pays africains. Cependant, les modalités d'une éventuelle coopération entre l'Égypte et le reste de l'Afrique requièrent des garanties quant à la situation sécuritaire qui prévaut dans le bassin méditerranéen, mais aussi au sein du continent africain. Et ce nouveau drame de l'immigration clandestine au large des côtes libyennes, un bateau de pêche transportant des centaines de migrants a chaviré ce mercredi. Plus de 200 personnes sont portées disparues. Ce naufrage pourrait être le plus important depuis celui qui a coûté la vie à 800 personnes en avril 2015. Et Djibouti fait face à un afflux de réfugiés en provenance du Yémen, une situation difficile à gérer pour le pays qui en appelle à l'aide de la communauté internationale. Il faut dire que parmi ces 10 000 Yéménites, beaucoup demandent des soins médicaux. Un sujet de la rédaction. Chaque jour sur les côtes djiboutiennes. Eux, ce sont les réfugiés yéménites. Fuyant la guerre qui sévit dans leur pays, ils n'hésitent pas à franchir les quelques 30 km du détroit de Bab el-Mandeb qui les sépare de Djibouti. Parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants. À leur arrivée, ils sont pris en charge par les ONG sur place. À l'heure où je vous parle, on a reçu un bateau avec 135 personnes en provenance du Yémen. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être abrités. Il y a un camp qui a été offert par le gouvernement djiboutien qui s'appelle le camp de Markazi. Ceux qui sont enregistrés partent ensuite au camp. Selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, 9 953 Yéménites sont arrivés dans cet état de la Corne de l'Afrique depuis le 26 mars 2015. Et environ 30 000 de plus sont attendus dans les prochains mois. Débordées, les autorités djiboutiennes appellent à l'aide de la communauté internationale.
La situation humanitaire au Yémen est catastrophique et ça c'est le moins que l'on puisse dire. La situation n'a pas cessé de se détériorer et il incombe à la communauté internationale de soutenir le Yémen au cours de cette période très critique. À noter que Djibouti est un des rares pays à avoir ouvert ses portes aux réfugiés yéménites. Mais la situation étant aujourd'hui hors de contrôle, le gouvernement a mis en place une cellule de crise pour la gestion des conséquences humanitaires sur son sol. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.